que les cardiologues, et les cardiologues d'Alger entre autres, aient pris des initiatives alors qu'il était dur de les faire prendre à la société francophone. Il a fallu vaincre des résistances, vous ne pouvez pas imaginer, et je suis content de voir que des initiatives à Alger étaient prises alors qu'on était en train de réfléchir en France. Et donc les initiatives ne viennent pas toujours du même côté de la Méditerranée. Si vous avez compris, parce que une des études a été commencée alors que ce sujet n'était pas débattu sur la place publique. Merci encore pour cette présentation. Alors, j'appelle la conférencière suivante qui va parler de l'urgence traumatique d'Antoine Veulaire chez l'enfant et chez l'adolescent. C'est Madame Salamars. Merci, monsieur. Monsieur le Président, mes chers confrères, honorable assistance, bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité scientifique de m'avoir invité, de me permettre ainsi de m'exprimer sur un sujet qui reste toujours d'actualité et qui concerne les traumatismes alvéolo-dentaires pédiatriques. En effet, tout trauma alvéolo-dentaire est considéré comme une urgence. De sa bonne gestion dépendra le pronostic. Si chez l'adulte le traitement est bien codifié, chez l'enfant, les dents ne sont pas matures et les arcades ne sont pas stables. Par conséquent, la démarche du praticien doit se projeter dans l'avenir pour aider les dents traumatisées à évoluer dans de bonnes conditions. Alors que l'organe dentaire soit luxé, fracturé ou avulsé, la protection dentinopulpaire, la réimplantation et la contention sont des gestes simples et efficaces qu'il faut savoir assurer au quotidien afin de minimiser les risques et d'éviter les séquelles lourdes de conséquences telles que la nécrose pulpaire et la rhizalis ankylosa. Du point de vue épidémiologique, tous les auteurs s'accordent pour dire que le maximum de fréquence se situe entre l'âge de 11 et 12 ans et que la région antérieure est le siège de prédilection de ces traumatismes. Il ressort de notre étude, faite en 1998, que la région antérieure est la plus souvent exposée, et ceci en denture temporaire comme en denture permanente. Il ressort donc les chiffres suivants. Au maxillaire, nous avons recensé 8%, à la mandibule 1,5%. En denture permanente, nous avons recensé 43,4% au niveau du maxillaire et 28,7% au niveau de la mandibule. Nous avons aussi essayé de chercher quelles sont les lésions les plus fréquemment rencontrées et nous avons répertorié par ordre de fréquence décroissante que les luxations occupent la première place avec 38,6%. Ensuite vient les luxations totales donc avec 17% et enfin les fractures coronaires et radiculaires avec successivement 13% et 4,2%. Alors, en matière de traumatologie, nous pouvons dire que c'est une lésion très importante. Elle occupe une place importante en traumatologie maxillaire. Pour notre cas, nous avons recensé 27% de fractures alvéolo-dentaires. Donc, il faut dire encore une fois, cette pathologie traumatique très importante chez l'enfant, d'où la prise en charge doit être donc rapide et précoce. En quoi consiste la thérapeutique d'urgence? Il faut savoir dédramatiser la situation, apaiser le patient et ses accompagnateurs, surtout si ce dernier est choqué par le traumatisme. On peut même lui prescrire des antalgiques, des tranquillisants de courte durée. Établir le diagnostic précis des lésions en se basant sur un examen clinique et un examen radiologique adéquat. Adapter une démarche thérapeutique selon les cas cliniques rencontrés et enfin rédiger un certificat médico-légal initial qui est très important pour le pronostic. Comme dans tout examen d'un traumatisé, il faut toujours commencer par l'anamnèse. Elle est très importante, elle nous donne le maximum de renseignements sur d'abord les circonstances de l'accident, sur le temps écoulé entre l'accident et la prise en charge, qui peuvent donc contre-indiquer une réimplantation,
Sur le lieu de l'accident, évaluer surtout le risque infectieux et instaurer une antibioprophylaxie. Et enfin, préciser les antécédents pathologiques tels que les cardiopathes à haut risque qui peuvent contre-indiquer une intervention chirurgicale telle que la réimplantation. Bien sûr, il faudrait toujours s'assurer du statut anti-tétanique et enfin rechercher une perte de connaissance. À ce moment-là, il faudrait orienter le malade vers un neurochirurgien avant de le prendre en charge pour les lésions donc alvéolo-dentaires. Alors, comme dans tout examen, comme dans tout traumatisme, il faudrait un examen bien sûr clinique de routine, comme on a l'habitude de le faire. Donc, outre l'examen des téguments et des parties molles, il faudrait insister beaucoup plus sur l'examen des tissus osseux. Alors, l'examen des tissus osseux est très important à la recherche d'une fracture mandibulaire associée. Et là, on essaiera de voir surtout les fractures condyliennes. Ce sont des fractures qui font suite à une chute sur le menton et donc parfois elles passent inaperçues chez l'enfant. Il faudrait essayer de les voir. Nous savons très bien que les conséquences de ces fractures condyliennes chez l'enfant sont très graves. C'est surtout l'ankylose temporomandibulaire qu'il faudrait donc éviter. Bien sûr, on passera à l'examen dentaire, c'est très important, voir la mobilité des dents, le déplacement. Donc, est-ce qu'il y a des luxations partielles ou totales? S'assurer aussi des fractures, telles que les fractures coronaires, est-ce une fracture pénétrante ou non pénétrante? Pour donc toujours penser à l'éventuelle prise en charge en urgence. Vérifier le test de vitalité, qui en général, au départ, il y a une sidération de la pulpe, vu l'œdème de voisinage, mais son évaluation à long terme, elle est capitale pour le pronostic. Enfin, examiner les process alvéolaires, dans le cas de fracture aussi des tables internes et externes, et qui peut contre-indiquer une réimplantation. Alors, cet examen clinique, il sera... Là, je m'excuse, je ne suis pas habituée à manipuler. Donc, cet examen clinique, il sera confirmé ou il sera plutôt aidé par un examen radiologique qui s'avère indispensable. On fait appel à des incidences extra-orales ou incidences intra-orales. Comme incidence intra-orale, nous citons les incidences occlusales et rétro-alvéolaires qui peuvent nous renseigner ou nous donner les structures fines de l'organe dentaire, telles que la luxation des dents. Là, par exemple, vous avez l'alvéole qui est vide. Nous avons aussi la mise en évidence de fractures radiculaires à différents niveaux. Il objective aussi l'état du desmodonte et enfin le degré de maturité de la dent et même dans le cas d'une lise au niveau du sément, tel est le cas ici. Alors, les incidences panoramiques peuvent nous renseigner aussi sur les fractures mandibulaires associées, et nous avons parlé tout à l'heure de la fracture condylienne. On peut aussi avoir la fracture de l'arc mandibulaire, tel est le cas ici. Donc, nous avons une fracture associée à un traumatisme alvéolo-dentaire supérieur, et nous avons une fracture paracéphalaire à ce niveau. D'autres incidences seront demandées, telles que des incidences spécifiques, dans le cas où on suspecte une fracture condylienne. Alors, au terme de ce bilan clinique et radiologique, le praticien doit décider de la thérapeutique la mieux adaptée. Il faut dire que la précocité est importante, la rapidité est un facteur de succès. Tout doit être mis en œuvre pour sauver l'organe dentaire traumatisé, et ceci dans un but fonctionnel, esthétique et psychologique. Plusieurs moyens sont à notre disposition. Nous faisons appel essentiellement aux traitements conservateurs, chirurgicaux, orthopédiques et médicaux. Et nous allons voir donc ces volets thérapeutiques successivement. Alors, le premier volet s'intéresse au traitement conservateur qui fait appel à la protection dentinopulpaire. Le but est de maintenir une pulpe vitale afin de permettre à la racine d'évoluer dans de bonnes conditions physiologiques.
Il est indiqué dans le cas de fracture coronaire, 3 situations peuvent se présenter. On peut avoir une fracture coronaire avec effraction pulpaire, comme on peut avoir des fractures coronaires avec effraction pulpaire qui peut être limitée ou non limitée. Donc, le protocole du premier cas, là, donc dans le cas d'absence d'effraction pulpaire, il faudrait d'abord désinfecter la dent à la chlorhexidine, biseautage des angles vifs, mise en place d'un fort protecteur à l'hydroxyde de calcium, connaissant les propriétés importantes de l'hydroxyde de calcium, et enfin, pose du composite pour assurer l'étanchéité. Deuxième situation, c'est la mise à nu limitée de la pulpe. On réalisera, ou il est judicieux de réaliser un coiffage donc à l'hydroxyde de calcium, un coiffage direct, surtout si le patient se présente 24 heures après le traumatisme. Anesthésie bien sûr locale, nettoyage de la dent à la chlorhexidine, nettoyage de la plaie au sérum physiologique, donc coiffage direct à l'hydroxyde de calcium et pose du composite pour assurer l'étanchéité. Et c'est le cas de cet enfant, donc âgé de 8 ans, qui se présentait à notre consultation suite à une chute qui lui a occasionné une fracture donc coronaire non pénétrante de la 11, une deuxième fracture coronaire pénétrante ou avec effraction pulpaire au niveau de la 21. Et vous voyez bien ici le point quand même hémorragique, donc il est venu juste après. Alors nous avons réalisé rapidement une protection dentinopulpaire sur la 11 et un coiffage direct sur la 21, suivant le protocole que nous avons décrit. Et voici le résultat, contrôle un mois après. Sur une radio occlusale, nous remarquons donc que les apex sont encore ouverts et qu'il n'y a pas ni de rhizalyse, ni d'ankylose, ni d'élargissement du desmodon. Voici le résultat à une année. Nous avons essayé de rétablir un petit peu la fonction et l'esthétique chez ce patient. C'est une restauration transitoire, parce que la restauration finale, elle sera faite une fois que les apex seront fermés. Troisième situation, c'est dans le cas d'une effraction pulpaire ou une mise à nu pulpaire importante donc, de la pulpe. Le protocole est le suivant, il faudrait faire une pulpotomie partielle, surtout si le malade se présente dans les 48 heures qui suivent l'accident. Anesthésie, nettoyage de la dent à la chlorhexidine, amputation de la pulpe environ sur 3 mm, pose d'hydroxyde, coiffage donc de cette partie de la pulpe, mise en place d'un matériau rapide pour combler le reste de la chambre pulpaire et enfin du composite pour donc, le comblement ou pour l'étanchéité. Je vous signale que c'est un cas pris du livre de Chantal Nolin-Fille pour ceux qui s'intéressent à la traumatologie. Nous passons maintenant au deuxième volet qui s'intéresse donc aux sutures et aux réimplantations. Alors nous rappelons que tout traumatisme alvéolo-dentaire est associé de lésions de la muqueuse, des dépiments et des parties molles, et que ces lésions et ces plaies doivent être nettoyées, désinfectées et suturées afin d'éviter le risque hémorragique et le risque infectieux. Tel est le cas ici de cette petite qui s'est présentée donc 48 heures après l'accident. Elle n'avait pas ramené ses dents avec elle, donc nous avons essayé seulement de suturer surtout le frein qui était un petit peu déchiré, ainsi que le languette interdentaire. C'est le cas aussi de ce patient âgé de 12 ans, renversé par une voiture. Donc, il s'est présenté avec des lésions au niveau de l'arrière très importantes et une perte de substance osseuse avec pratiquement tout le bloc donc antérieur qui est parti. Là, c'est le cas d'une fillette aussi, en denture mixte. Il y a eu une ingression suite à une chute avec déchirure du frein de la lèvre supérieure et de la muqueuse. Dernier cas là, c'est une fillette aussi, accident de la circulation. Elle s'est présentée donc 48 heures après avec une fracture bicondylienne associée à un traumatisme alvéolo-dentaire et enfin
une plaie très importante sur le menton que nous avons suturé. Donc toujours dans le traitement chirurgical, nous passons maintenant à la réimplantation, qui est considérée aussi comme un traitement chirurgical. Il faut dire que la question sur la réimplantation a fort longtemps fasciné l'homme. Jusqu'à présent, l'unanimité n'a pas encore été faite, tout simplement parce que toute dent réimplantée n'échappera pas au double processus de rhizalyse ankylose et que le pronostic, en fait, il est imprévisible. Et donc, nous essayons un petit peu d'améliorer ce pronostic en tenant compte de certains facteurs. Alors, il faudrait, pour qu'il y ait guérison justement de l'organe dentaire, il faut l'intégrité du ligament parodontal est importante et nous insistons là-dessus, et la vitalité pulpaire, et qui sont eux-mêmes dépendants du milieu de conservation et du temps extra-alvéolaire. Alors pour le milieu de conservation, il faudrait que la dent soit conservée dans un milieu humide et c'est très important. On a le lait, la salive, le sérum physiologique. Il existe d'autres milieux nutritifs tels que le milieu de Young. Nous, pour notre expérience, nous avons travaillé avec le lait et donc le lait reste le meilleur milieu de conservation à cause de sa pression osmotique qui est compatible avec la survie des cellules. Pour le temps extra-alvéolaire, il doit être très court car la résorption et l'ankylose sont liées au facteur temps. Elle est de 10% pour 30 minutes, de 50% entre 60 minutes et elle augmente au-delà. Donc, il faut être très très rapide pour faire cette réimplantation. Et nous avons remarqué aussi que quand la dent elle est maintenue dans un milieu humide, on peut la conserver même pendant 24 heures. Or, quand elle est dans un milieu sec, on ne peut la conserver que 6 heures de temps. Et c'est pourquoi, donc, il faut être très très rapide. Alors, on peut dire que le pronostic des dents réimplantées est imprévisible. Il sera d'autant meilleur quand la réimplantation est précoce et que la dent est immature, et c'est très important. Alors, quel est le but de la réimplantation, puisqu'on sait que le pronostic est imprévisible à moyen, à long terme, et que, en fait, la dent peut un jour être ankylosée, ensuite rhizalisée? Eh bien, le but est très important, c'est surtout de rétablir l'intégrité de l'organe dentaire, de permettre le développement des maxillaires. Elle sert de guide aux dents en voie d'éruption et elle sert de mainteneur d'espace naturel, même si elle est de durée limitée. Il faut penser à l'enfant quand on le voit très jeune. On ne peut pas faire de prothèse, on ne peut pas faire d'implanto, et donc le mieux c'est de lui remettre sa dent en place pour pouvoir justement préserver donc l'état osseux et l'état parodontal pour plus tard. Alors, 2 cas sont envisagés selon que nous intervenions le plus rapidement possible ou plus ou moins tardivement. Il s'agit de la réimplantation immédiate et de la réimplantation retardée. Pardon. Pour ce qui est de la réimplantation immédiate, dans la littérature, donc, ça varie entre 30 et 60 minutes. D'après les expériences de chacun, on peut aller jusqu'à 2 heures de temps. Alors le protocole est le suivant, la dent elle est placée dans du sérum physiologique rapidement dès que le patient arrive au cabinet dentaire. Cavité buccale, plaie alvéolaire doivent être nettoyées au sérum physiologique. Il ne faut pas cureter le ligament parodontal dont on espère la cicatrisation. Donc juste on fait un petit nettoyage. Sous anesthésie locale, bien sûr, remise en place de la dent dans son alvéole avec exactitude, suture interdentaire et enfin pose donc d'une contention collée au composite. Tel est le cas ici. Donc, on a remis la dent en place, on a mis une contention collée, la dent a été remise en dernier et on verra ça quand on passera aux techniques de la contention collée. Alors, il faudrait bien sûr contrôle radiologique pour voir si la dent est bien en place. Et c'est donc, on donnera aussi une antibioprophylaxie, surveillance de la vitalité pulpaire est très importante cette surveillance. Alors, 2 cas peuvent être considérés. Nous considérons d'abord dans le cas de la dent mature. Il faudrait, en principe, on doit toujours obturer, donc, ou faire une obturation conventionnelle. Maintenant, si on veut éviter le risque de rhizalyse ankylose rapide, on peut toujours obturer à l'hydroxyde de calcium et faire une obturation conventionnelle par la suite. Pour la dent immature,
Donc l'attitude est différente. Il faut d'abord attendre parce qu'il y a toujours, on espère toujours à une revascularisation du ligament ou de la pulpe par le foramen apical. S'il y a mortification, à ce moment-là, il faudrait obturer toujours à hydroxyde de calcium pour obtenir une apexification et non une apexogénèse. Alors, j'insiste là-dessus, quel que soit le stade de maturité de la dent, la réimplantation, elle est faite sans curetage alvéolaire et sans traitement canalaire. Et c'est le cas de ce patient âgé de 11 ans qui s'est présenté 2 heures après l'accident. Il s'est présenté avec une luxation totale de la 11, partielle de la 21. Nous avons donc remis rapidement et nous avons bien sûr suivi le protocole que nous venons de décrire. Et on a placé une contention collée au composite, c'est la plus rapide, on verra tout à l'heure. Et nous avons contrôlé, voici le contrôle à 6 mois sur un film donc occlusal. Nous n'avons pas de rhizalyse, non, ni d'ankylose. Et la dent est bien en place. Voici le résultat, donc une année après. Donc nous avons rétabli un petit peu la fonction et l'esthétique. Nous passons maintenant à la réimplantation retardée. Donc elle est faite après plusieurs heures. Ça peut aller jusqu'à 12 heures, parfois 24 heures. Il nous est arrivé de réimplanter des dents après 24 heures. Alors, on peut dire que le pronostic est moins favorable que ce qu'on a vu pour l'immédiate. On considère que le tissu parodontal comme le tissu pulpaire sont nécrosés ou voués à la nécrose. Par conséquent, il y a lieu de les supprimer. Nous savons très bien que quand il y a une luxation, une avulsion de la dent, le ligament parodontal va se séparer en 2 parties. Une partie, elle est dans l'alvéole, l'autre, elle est sur le sément. Et c'est celle qui est sur la racine qui va se nécroser. Donc, il faudrait la supprimer. Alors, tout résidu de fibre de ciment dental est supprimé. L'alvéole, par contre, là, elle est curetée et nettoyée. Alors, quel que soit le stade de maturité de la dent, le traitement canalaire, il est différé. Et c'est le cas de ce patient qui s'est présenté à notre consultation suite à une agression qui lui a occasionné une luxation totale de la 21 avec fracture coronaire pénétrante. Tel est le cas ici. Donc nous l'avons pris en charge rapidement avec le protocole que nous venons de décrire, réimplantation retardée, mise en place d'une contention collée au composite rapide. Nous n'avons pas traité le canal au départ, donc nous avons attendu jusqu'à 10 jours, traitement avec l'hydroxyde de calcium, que nous avons rechangé suivant le protocole de Weber. Nous savons très bien que l'hydroxyde de calcium, il est antiseptique, anti-hémorragique, permet une bonne cicatrisation. Donc nous avons profité pour le mettre donc à ce niveau. Et on a fait un traitement, après pratiquement une année, on a repris le traitement. C'est un traitement conventionnel avec le Génate et la Gutaperca. C'est sur ce cliché panoramique, nous ne la voyons pas très bien, mais l'opération est là. Et voici le résultat 3 ans après. Nous avons essayé de reconstituer un petit peu la couronne, donc dans un but surtout esthétique et fonctionnel. Nous passons maintenant au 3e volet thérapeutique qui s'intéresse à la réimplantation, au traitement orthopédique, et qui va intéresser beaucoup plus les dents luxées, les fractures radiculaires et enfin les fractures alvéolaires. Il fait appel à la contention, elle permet donc d'assurer la stabilité du système, elle soulage la souffrance parodontale et elle permet une bonne cicatrisation. Cette contention, elle va obéir à certains principes de Roy. Alors d'après Roy, les dents saines serviront de tuteur aux dents traumatisées, tout simplement. Il existe 3 plans, le plan frontal, le plan sagittal et le plan intermédiaire. Et pour que la contention soit efficace, il faudrait l'étendre à plusieurs plans de Roy. Pour ce qui est de la durée, elle est en relation avec le degré de maturité de la dent, bien sûr. Si la dent est immature, la contention doit être de courte durée, et c'est une contention souple. Elle peut aller de 7 à 21 jours. On peut penser à une contention de normalisation et de vascularisation. Dans le cas de dents matures, la contention elle peut être plus longue. Elle peut
aller jusqu'à 90 jours dans le cas de fracture radiculaire. Nous savons très bien que la fracture radiculaire ne consolide pas comme la fracture osseuse, et en fait, il n'y a pas de cal propre à la dent. Le cal qui existe est un cal virtuel, et donc nous pouvons la laisser au-delà pratiquement de 3 mois. Plusieurs méthodes, donc, nous pouvons faire appel à plusieurs méthodes de contention. Nous avons les plaques et les gouttières, on peut avoir les ligatures et les arcs. Ce sont pratiquement des méthodes anciennes, elles sont instables, un petit peu agressives pour le parodonte. Et donc, nous avons choisi une contention qui reste une contention de choix actuelle. C'est la contention collée au composite et qui demande la préparation donc de l'émail. C'est une contention qui est quand même facile à poser, facile à déposer. Elle n'est pas encombrante. Elle est tolérée par le patient et tolérée par le parodonte. Il s'agit de la contention collée au fil et de la contention collée au braquet. Alors, voici le protocole pour la contention collée au fil. Après rinçage, séchage des dents traumatisées, lors d'ençage de l'émail, on utilisera du fil d'acier semi-rigide, 0,3 à 0,4 mm. Ce fil sera torsadé, façonné suivant le profil de l'arcade. Bien entendu, il sera d'abord collé sur les dents les plus externes. La dent traumatisée, elle sera repositionnée dans un deuxième temps sur le système préalablement instauré. Vérification bien sûr de l'occlusion et polissage de ce composite. Alors, c'est le cas de ce patient âgé de 12 ans, victime d'une chute qui lui a occasionné une subluxation au niveau de la VTU. Donc, nous avons fait le bordançage de l'émail, séchage et mise en place donc du fil. La dent traumatisée, on a d'abord collé le fil sur les dents les plus externes, la dent traumatisée repositionnée dans un second temps. Et voici le résultat un mois après. Nous avons aussi la contention collée aux braquettes. On peut dire que le principe est le même. Après collage des braquettes sur les surfaces vestibulaires des dents, pose du fil orthodontique. C'est du fil en général il est neutre, mou, non élastique, donc il n'exerce pas de force. Et le principe va être pratiquement le même que précédemment. Voici un cas. Donc il s'agit d'un enfant âgé de 12 ans, victime d'une agression qui lui a donc provoqué une égression de la 11. Comme vous le voyez ici, nous avons donc fait un mordançage de l'émail. Après séchage, collage des braquettes, nous avons mis donc un fil orthodontique, repositionné la dent traumatisée en dernier lieu, et voici le résultat un mois après. Alors que peut-on conclure? Nous pouvons dire tout simplement qu'en traumatologie dento-alvéolaire, tous les traumatismes tous traumatismes dento-alvéolaires sont présents au quotidien. Notre devoir est d'insister sur la simplicité de certains gestes, rendant facile une thérapeutique d'urgence dans les premières heures qui suivent l'accident. Chaque cas clinique est considéré comme une urgence et de sa bonne gestion dépendra le pronostic. Il est important de savoir temporiser par la réimplantation et la protection dentinoculaire, observer les évolutions, intercepter les complications, et j'insiste beaucoup sur la nécrose pulpaire et sur la rhizalyse ankylose, c'est très important. Alors sur le plan médico-légal, il est impératif d'observer des réserves à long terme quant à l'avenir des dents traumatisées. Je vous remercie.